On est aujourd'hui avec Justine Ricard, qui est ergothérapeute. Donc, on va pouvoir là, parler de l'ergothérapie en général, puis elle, spécifiquement, qu'est-ce qu'elle fait dans son travail, puis vous donner des conseils parce que, bon, on sait que des fois, c'est difficile d'avoir accès à un professionnel, mais quelques ressources, quelques conseils, là, des fois, ça peut aider à mettre certaines choses en pratique à la maison. Donc, on va attendre un petit peu pour laisser le temps aux gens de se connecter, puis on va pouvoir commencer. Est-ce que tu avais eu des questions déjà à l'avance, Marika, sur le sujet du Oui, jour? j'avais eu Oui, hein? quelques questions, oui, donc on va pouvoir les poser au fur et à mesure là, qu'on arrivera sur ce sujet-là. Bien, on peut commencer, je pense. Donc, si, Justine, là, tu veux me faire une petite présentation de bien, toi, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour être ergo, ton travail, puis l'ergo en général, c'est quoi pour commencer? Ben, bonjour, je me présente, je m'appelle Justine. En fait, je suis ergothérapeute. J'ai gradué en décembre 2020. En fait, pour devenir ergothérapeute, ben, c'est sûr que ça prend les sciences nature au cégep. Puis après ça, un baccalauréat de 3 ans en ergothérapie, puis la maîtrise en ergothérapie, où on est amené à faire un essai, donc sur un sujet clinique qui nous intéresse. Donc, voilà, fait que c'est un 4 ans et demi d'université pour devenir ergothérapeute. Moi, j'ai la chance de travailler en pédiatrie. C'est la clientèle qui m'a toujours vraiment beaucoup intéressée. Mais il faut savoir aussi que l'ergothérapeute, ça peut travailler autant avec les personnes âgées qu'avec les adultes, qu'avec les enfants, autant en santé mentale qu'en santé physique. Fait que c'est très large. Voilà. Donc, moi, je pense que mon rôle, je vais vous expliquer un peu plus mon rôle, en fait, que je travaille en pédiatrie. Donc, je travaille pour le CIS de Laval dans un centre de réadaptation qu'on nomme aussi CRDI. Donc, en fait, moi, je travaille avec des cocos qui ont entre 0 et 5 ans, puis qui ont soit un diagnostic de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l'autisme. Donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, on va vraiment évaluer le fonctionnement de l'enfant dans ses différents milieux de vie, que ce soit à domicile, que ce soit, là, dans le contexte où je travaille, c'est la garderie, 0-5 ans, ils sont pas encore à l'école, pour vraiment évaluer, en fait, ses difficultés au quotidien, dans le fond, ses difficultés occupationnelles, qu'on peut dire également, puis comprendre, en fait, les causes de ces difficultés-là. Donc, nous, c'est notre grand rôle un peu là, au niveau de l'évaluation. Il y a une partie vraiment évaluation, puis il y a une partie intervention. Après ça, la partie intervention, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer le plus possible d'habiliter l'enfant à ce qu'il soit le plus fonctionnel possible dans ses différents milieux de vie. Fait que, concrètement, ce qu'on va faire, là, c'est vraiment, il y a 3 grandes sphères, en fait, que l'ergothérapeute prend en compte. C'est la personne, l'environnement, puis l'occupation en soi. L'occupation, ça peut être s'alimenter, ça peut être s'habiller, ça peut être jouer, c'est une occupation. En fait, tout ce qu'on fait dans notre journée, c'est une occupation. Donc, ce qu'on va venir intervenir, c'est vraiment, comme j'ai dit, sur l'occupation, la personne et l'environnement. C'est sûr qu'avec nos tout petits, l'environnement joue un grand rôle. L'environnement, on a l'environnement physique, on a l'environnement social, donc tous les humains qui entourent l'enfant. Puis avec nos tout petits, c'est sûr que les parents occupent une grande place, en fait, là, au sein de nos interventions. Et c'est pour ça que mon rôle, moi, c'est surtout, c'est bien entendu d'intervenir auprès de l'enfant, mais c'est également d'offrir beaucoup de soutien, de coaching aux parents pour qu'ils soient capables, en fait, de reproduire mes recommandations à la maison. Parce qu'on s'entend qu'on n'est pas on n'est pas toute la journée, toute la semaine au complet là, avec l'enfant. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que nous, notre rôle, c'est vraiment de venir coacher les parents, de les soutenir, de les écouter. Puis c'est une approche vraiment là, qu'on priorise, là, une approche centrée sur la famille. Fait que on est nous, on va vraiment créer un lien avec les parents pour qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent en confiance, puis que aussi
qui sentent qu'on est à l'écoute de leurs besoins, puis de leurs attentes également. Si pour eux, c'est vraiment prioritaire l'alimentation, par exemple, s'il y a une problématique au niveau de l'alimentation, bien, on va venir prioriser l'alimentation. Si c'est de prendre le bain, qui est vraiment problématique pour les parents, sont à bout de souffle, bien, on va venir prioriser ça dans nos priorités, si je peux dire. Là. Fait que ça ressemble à ça. Puis aussi, on offre du soutien également parce que c'est ça, dans le fond, on intervient dans les différents milieux de vie de l'enfant. Donc, autant à domicile avec les parents, autant au CPE, à la garderie. Donc, on offre également du soutien aux éducatrices, éducateurs, intervenants, en fait, au complet, là, qui travaillent auprès de l'enfant. Parfois, on a la chance d'avoir des enfants qui ont du 1 pour 1, qui ont des éducatrices spécialisées, qui peuvent être dans la classe toute la journée. Ça, ce qui est merveilleux, mais ce n'est pas la réalité de chaque garderie et CPE. Malheureusement, manque de pénurie de personnel. Donc, voilà, mais on vient aussi leur donner nos recommandations, les coacher aussi, les soutenir pour justement arrimer nos services, donc arrimer nos recommandations pour que l'enfant ait travaille les mêmes choses dans ses différents milieux de vie, pour que les mêmes outils soient utilisés aussi dans ses différents milieux de vie, pour que ça soit aussi logique pour lui, puis ça soit plus facile de progresser au niveau de ses habiletés. Donc, ça ressemble à ça. Vas-y. C'est très intéressant. Oui, tu avais fini. OK. C'est ça, là, pour un parent, bon, quand l'enfant va à la garderie, quand l'enfant va à l'école, il va probablement se faire dire par l'enseignant ou par l'éducateur, on a remarqué certaines choses qu'il faudrait travailler. C'est quoi les indicateurs là, pour un parent, soit qui remarquerait certains comportements le soir, là, par exemple, tu as parlé du bain, bien ça ne se passe pas à la garderie, donc c'est difficile pour l'éducateur de le voir, ou un parent qui garderait l'enfant à la maison. Comment on fait pour savoir, là, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, ou si c'est juste, ah ben non, c'est correct, ça va se placer, c'est tout à fait normal. Là. Qu'est-ce qui pourrait guider les parents à savoir, est-ce que c'est problématique ou c'est juste une caractéristique comme ça, là, va se calmer? C'est vraiment une bonne question. C'est sûr que pour certains parents, c'est plus évident quand c'est le 2e ou le 3e enfant d'affilée. Et là, on peut voir les différences, si je peux dire. Mais si j'avais un conseil à donner pour un parent nouveau, que c'est leur premier enfant, ça va vraiment être quand il y a un impact fonctionnel, un bris de fonctionnement, si je peux dire. Là. Il y a vraiment une occupation qui ne se passe pas du tout bien au niveau de l'autonomie, au niveau des normes, un peu au niveau de l'âge qui n'est pas rendu là, que c'est vraiment, par exemple, la crise pour s'alimenter, l'enfant ne mange pas beaucoup, l'enfant a peu d'appétit, l'enfant mange juste quelques aliments, par exemple, dans son répertoire alimentaire, il est en bas de son poids santé. Ça, c'est quand même un bon red flag, là, si je peux dire. Là. C'est nous, en fait, les grandes catégories de où qu'on va intervenir dans mes services, comment c'est fait, c'est sûr que si, comme j'ai dit, un bris de fonctionnement au niveau des activités de la vie quotidienne. Les activités de la vie quotidienne, c'est vraiment soins personnels. Fait qu'au niveau, justement, du bain, si l'enfant est très... Là, je parle peut-être plus au niveau trouble du spectre de l'autisme. Là. Si l'enfant, c'est la grande crise pour prendre le bain, on remarque qu'il n'est pas bien, qu'il fuit. C'est vraiment un combat là, avec, avec l'enfant de vouloir justement prendre le bain. Puis que aussi, le problème persiste dans le temps. Ça se peut que ça soit justement, on l'amène à la garderie, c'est un nouveau changement pour l'enfant, on voit que ça se résorbe après quelques semaines, c'est normal, c'est un nouveau changement, ça arrive, ça reste un être humain. Mais si ça persiste dans le temps et que ça dure 2, 3 mois, là, c'est pas normal. Fait que c'est comme un peu de lever le flag, si je peux dire. Sinon, ça peut être si vous sentez que votre enfant n'est pas en sécurité, qui adopte des comportements qui peuvent, en fait, compromettre sa sécurité, grimper dans les hauteurs, mettre des choses non comestibles dans sa bouche, à répétition beaucoup, puis qui ne comprend pas, puis que c'est plus fort que lui selon les consignes, même si on lui dit de ne pas le mettre dans sa bouche, par exemple. Ça aussi, ça peut être un bon red flag. Si l'enfant a des problèmes au niveau de la motricité fine, donc c'est difficile le gribouillage, c'est difficile les ciseaux, c'est difficile prendre des petits objets. On voit que ça peut être quelque chose à travailler.
également. Si on voit que ça persiste, si ça commence justement à avoir un impact sur le gribouillage, sur les ciseaux, sur les tâches préscolaires, en fait, là, ça va être plus vu, je pense, par exemple, par les éducateurs là, à la garderie, parce que c'est quand même des tâches qu'ils font relativement souvent. Si on voit aussi que bon, notre enfant, il y a de la misère à s'engager, à participer à des jeux fonctionnels de son âge, si on voit qu'il reste peut-être justement dans la phase un peu plus sensorielle, un peu plus moteur, qui reste toujours dans cette phase-là, qui ne développe pas les jeux au niveau de la construction, le jeu symbolique, faire semblant, imiter maman-papa. On voit qu'il ne progresse pas. Ça peut être aussi un red flag. Aussi, si votre enfant, vous voyez qu'il y a des problèmes au niveau motricité globale, il s'affaisse beaucoup, il s'écrase quand il travaille, quand il mange, de la difficulté à rester assis, je dirais, longtemps au sol. Ça aussi, c'est un autre red flag, là, j'arrête pas de le dire. Ça peut être quand même des indices là, qu'il y a un impact fonctionnel et il faut aller consulter. Voilà. Ça répond pas à la question. Oui, ça répond exactement. Puis on avait parlé un petit peu de ça aussi là, dans l'épisode sur la gestion des émotions avec notre psychoéducatrice Fabienne. Puis elle avait dit justement, s'il y a un problème, n'hésitez pas à y aller consulter. Puis le pire qu'ils vont vous dire, c'est justement, ben non, inquiétez-vous pas, ça va. Ou vous référez à un autre professionnel aussi. Là, des fois, on avait eu des questions de parents qui disaient ah, mais là, moi, je ne sais pas trop vers qui m'orienter. Il y a tellement de types de professionnels. Ben, ils vont vous référer. Là, puis souvent, il y a moyen aussi de travailler en collaboration. Là, puis, donc, inquiétez-vous pas avec ça. Les professionnels sont là pour aider vos enfants. Puis vont vous référer aux besoins, puis vous le dire aussi si ce n'est pas nécessaire. Puis justement, là, parlant de ça, pour aller consulter un professionnel, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, si par exemple, moi je me dis, OK, mon enfant, il y a quelque chose, je pourrais aller consulter. Bon, c'est sûr que le privé, c'est quoi la voie là, au public? Est-ce qu'on passe par l'école? Comment ça fonctionne? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en parler en premier à votre pédiatre, le pédiatre de l'enfant, pour justement spécifier les difficultés. Le pédiatre va aussi être capable de vous orienter sur quel service aller face aux difficultés de l'enfant. Comme on a dit, c'est plus émotionnel, là, c'est peut-être plus psychoède, c'est plus des difficultés au niveau scolaire, orthopédagogue, si c'est plus au niveau moteur global, ça va peut-être être physio. Justement, si c'est nous, c'est au niveau plus des occupations, de la vie quotidienne, motricité fine, tâches préscolaires, là, ça va être plus l'ergo. Puis, dans le fond, c'est ça, le pédiatre va vraiment pouvoir pister le parent à aller voir quel professionnel. Puis, par la suite, c'est sûr que on ne se cachera pas qu'il y a quand même des délais d'attente au public, mais eux, d'habitude, ils font la référence. Puis la référence est envoyée justement au bon service face au diagnostic que l'enfant pourrait peut-être avoir, dépistage, etc. Sinon, il y a des cliniques privées pour les parents qui peuvent se permettre d'aller en clinique privée, des cliniques privées multidisciplinaires, autant physio, psychoède, ergo, qui sont spécialisés en pédiatrie. Moi, c'est eux que je recommande habituellement parce que, comme j'ai dit, l'ergothérapeute, c'est très, très large. Donc, on spécifie justement les cliniques privées en pédiatrie pour aller consulter. Parce qu'il y a des cliniques privées pour différentes clientèles, puis c'est peut-être pas nécessairement là. Pour enfants, oui. Puis, quelqu'un qui attend justement, là, soit qui attend d'avoir une consultation, bon, il y a des délais, peu importe. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Puis que l'enfant ait un diagnostic ou non par la suite, là, je pense que tu as quand même des conseils que tu pourrais donner en général pour que les choses se passent bien quand on voit justement qu'il y a des petites problématiques là, occupationnelles dans la vie de l'enfant. Oui. Écoute, c'est sûr que je pourrais passer 3 heures à expliquer les recommandations. Chaque enfant est très, très, très différent. Chaque enfant a des problématiques différentes. Puis je pense que tout à l'heure, on en discutait, moi et Marca, justement, peut-être il y a beaucoup de parents qui attendent souvent pour confirmer ou infirmer, en fait, un diagnostic provisoire de trouble du spectre de l'autisme. Moi, c'est ma clientèle avec qui je travaille, comme j'ai expliqué au début. Puis des fois, je sais qu'il y a un délai pour l'évaluation, justement pour confirmer le diagnostic, parce que
qu'il faut savoir, là, je recommence un peu, c'est que lorsque la référence est envoyée au pédiatre, le pédiatre, justement, évalue l'enfant. Puis, si c'est pas assez clair pour lui, ben, il va faire une référence à une clinique spécialisée, justement, une clinique multidisciplinaire. Donc, plusieurs professionnels vont vraiment évaluer l'enfant selon un test très standardisé là, qu'on appelle la DOS. Puis après ça, dans leur rapport, en fait, ils vont soumettre leur rapport au pédiatre pour qu'eux, s'ils retiennent l'hypothèse du diagnostic ou non. Puis après ça, c'est vraiment le pédiatre. Ben, je dis le pédiatre, mais c'est le pédopsychiatre habituellement ou le psychologue qui va vraiment confirmer ou infirmer le diagnostic. Mais ça peut avoir des délais là, entre tout ce que je vous ai expliqué, malheureusement. Puis des fois, les parents ont juste un diagnostic provisoire. Habituellement, ils rentrent quand même dans nos services, même avec un diagnostic provisoire. Mais encore là, il y a des délais. Je sais, je vous parle beaucoup de délais, là, c'est vraiment la réalité, puis c'est ce qu'on essaye de diminuer le plus possible au travers de nos services, mais malheureusement, c'est une réalité qu'on doit se nommer parce que c'est pas être transparent avec les parents si on dit qu'il n'y a pas de délai, là, mais on essaie le plus possible de diminuer. Mais si je peux juste poser une question à ce moment-ci, est-ce que c'est vraiment, parce que je sais que c'est un contexte où on n'a pas le choix, là, les délais présentement, mais à quel point c'est vraiment nuisible là, de retarder l'intervention quand on est un professionnel? Bien, si je peux prendre un cas, justement, un coco que je vois en ce moment, moi, ce qui m'attriste, mais ce que je ne peux pas contrôler, c'est que cet enfant-là est arrivé dans nos services très tard, donc il avait 5 ans. Puis on était encore, c'était un enfant qui a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et un très bas niveau de fonctionnement. Donc, le parent il est dépendant du parent pour toutes ses occupations, sauf manger, si je dirais, là, si je peux dire. Puis, dans le fond, c'est un enfant qui est pas du tout régulé. Donc, tu sais, il fait beaucoup, il est très excité, il a de la misère à s'engager puis à rester engagé dans une occupation. Donc, il y a quand même des bons niveaux, il y a quand même des bons bris de fonctionnement. Puis, il est arrivé très tard dans nos services. Donc, la stimulation de base, c'est donné très tard. Mais on a commencé la stimulation, puis lui, il commençait l'école, la maternelle en fait. Puis on voit que l'enfant progresse super rapidement. Il y a du beau potentiel, il y a des beaux acquis. Fait que, c'est juste triste de savoir que, bon, peut-être qu'on s'est rendu plus loin si l'enfant avait été pris plus tôt. Malheureusement, c'est pas qu'est-ce qu'on peut contrôler, mais c'est pour ça que, moi, ce que je conseille aussi aux parents, puis là, je parle vraiment plus spécifiquement du trouble du spectre de l'autisme, c'est d'être attentif, en fait, là, à ces signes-là euh, qui pourraient peut-être démontrer que l'enfant a un trouble du spectre de l'autisme à ce moment-là. Parce que des fois, ça arrive que les parents s'en rendent compte tard. Justement, quand c'est leur premier enfant, on pense que c'est normal. Peut-être que c'est juste un retard de développement. Peut-être pas. Je pense aussi qu'en tant que parent, des fois, peut-être qu'on essaye de ne pas voir la réalité. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui souhaite ça pour ses enfants, là, d'avoir des diagnostics comme ça. Fait que je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi. Là. Oui, absolument, absolument. J'aurais pas pu mieux dire, puis c'est super normal à ce moment-là. Puis, on a beaucoup de parents qui nous disaient je pensais que ça allait se résorber, puis finalement, c'est resté. Puis là, il y en a qui consultent leur pédiatre relativement tard. Puis il y en a que souvent, ça arrive, c'est souvent les parents qui me le nomment quand c'est leur deuxième enfant. Ah, j'ai remarqué qu'à 2 ans, il n'y avait pas les mêmes comportements, il y avait des petits retards que mon premier. Donc, c'est comme des petits red flags qui ont été consultés rapidement le pédiatre, puis il a pu être évalué et mis sur la liste d'attente le plus tôt possible. Fait que c'est ça un peu que je trouve plate parce que je pense que cet enfant-là, mais au moins on l'a pris à temps. Mais je crois qu'il y a eu quand même des acquis supplémentaires là, à ce moment-là parce que, bon, là, on travaille la base. On travaille les précurseurs à la communication, on travaille la disponibilité. On veut juste que l'enfant s'engage dans une activité, soit le jeu. Un jeu, puis qu'on puisse travailler des précurseurs à la communication. Justement, fait que c'est ça qui est un peu plate, mais on le voit progresser rapidement, fait que c'est quand même. Yeah.
on va profiter du fait qu'on t'a, là, que tu travailles justement avec une clientèle là, de troubles du spectre de l'autisme. Si on va juste expliquer un petit peu c'est quoi, puis ça serait quoi des symptômes ou des signes précurseurs là, que le parent pourrait avoir, parce qu'on sait justement que c'est très large. Là, donc, on peut avoir 3-4 enfants qui auraient ce diagnostic-là qui ne sont pas du tout pareils. Là, donc, on ne peut pas dire, ah ben c'est ça, ça, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi les grandes lignes, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, le trouble du spectre de l'autisme, c'est vraiment un trouble complexe, là. C'est un trouble neurodéveloppemental. Des fois, je sais qu'il y a beaucoup quand même de préjugés dans notre société, mais de plus en plus, je sens que le TSA se fait comprendre au sein de la société. Puis on peut penser que des fois, c'est une déficience intellectuelle ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas ça, là. C'est un trouble neurodéveloppemental. C'est vraiment comment le cerveau est fait. C'est vraiment la manière dont le cerveau d'un autiste est fait, c'est différent d'une personne neurotypique. Neurotypique, c'est une personne comme moi et vous. Voilà, sans diagnostic. En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que selon le DSM-5, en fait, qui est justement un livre pour situer les troubles de santé, justement, au niveau mental ou quoi que ce soit, il y a comme des critères à retenir pour confirmer ou non le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Donc, si votre enfant, a des difficultés qui persistent dans la communication sociale puis l'interaction avec les gens dans de multiples contextes, ça peut être quand même un indice important. Qu'est-ce que je veux dire par communication sociale, interaction? Si on voit que l'enfant n'a pas beaucoup de contact visuel avec l'adulte, joue beaucoup seul, joue en parallèle, justement, joue pas beaucoup avec l'autre, parle pas beaucoup, ça, c'est quand même un bon signe là, que peut-être aller en parler au pédiatre. Si l'enfant, justement, fait pas beaucoup de babillage un peu, là, comme il ne parle pas du tout, pas de contact, pas beaucoup d'interaction, fait pas de demande aux parents, ça peut être un bon signe. Sinon, ça va être des enfants qui ont des intérêts répétitifs, restreints, donc soit au niveau moteur, on peut voir des enfants qui font du flapping, comme qu'on appelle, là, un peu lever les mains dans les airs comme ça. Sinon, qui ont des intérêts très restreints, là. Donc, ça peut être d'enligner les objets. Fait que c'est un enfant qu'on va lui offrir n'importe quel jouet, mais son but à lui, c'est juste d'enligner les objets, mettons par couleur ou par grandeur ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi quelque chose de important à voir. Sinon, ça va être des enfants qui sont très, très, très routiniers, puis qu'un petit changement pourrait justement créer une grande crise. Donc, c'est des enfants qui ont besoin d'une routine très, très stable. Donc, les changements, l'adaptation au changement peut être vraiment difficile pour ces enfants-là. Ça va être des enfants aussi qui vont soit être hypersensibles ou hyposensibles à certains stimuli de leur environnement. Ça, c'est des concepts quand même complexes. Je peux vous dire un peu brièvement qu'est-ce qu'il y en est. Là. Mais quand on parle d'hypersensibilité, en fait, c'est des enfants qui peuvent... on a tous des sens. Hein? Les yeux, le nez, la bouche, au niveau du mouvement, au niveau de la proprioception, au niveau auditif. On a plusieurs sens. Puis, en fait, notre cerveau traite tous les stimuli de notre environnement d'une manière, justement, pour qu'on soit le plus fonctionnel possible. Par exemple, par contre, chez un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, le traitement de l'information va être plus difficile. Puis, en fait, ils peuvent être beaucoup envahis par certains sons, par certaines textures, par certains mouvements. Puis ça, en fait, c'est très mal compris dans notre société. Puis ça peut amener beaucoup à des incompréhensions chez les parents, chez les autres. Mon Dieu, pourquoi il est en crise? Je donne un exemple comme ça. On est dans une salle d'attente pour attendre pour un café, par exemple, avec notre enfant. Puis là, il y a la machine à café qui fait du bruit, il y a la cloche de la porte qui sonne, il y a plein de parents, il y a plein de personnes qui parlent à côté. Puis là, le parent essaie de parler à l'enfant. L'enfant entend juste plein de sons, trop de stimuli, trop... puis le traitement de l'information ne se fait pas correctement. Donc, pour lui, ça l'envahit, puis ça fait en sorte qu'il devient très désorganisé. Et là, on peut avoir une crise. Donc, c'est des enfants peut-être qui vont faire des crises dans des moments que
pour nous, ça ne fait pas de sens. Par exemple, aussi des enfants qui peuvent, comme on a dit tout à l'heure, là, qui font de la sélectivité alimentaire, donc qui ne mangent pas beaucoup d'aliments. Tu sais, le répertoire alimentaire, c'est très, très, très restreint. Ils vont peut-être juste manger des aliments qui sont jaunes ou qui vont avoir la même texture, ce qui peut amener des déficits justement au niveau de la santé chez l'enfant. Ça peut être aussi un très bon red flag, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est les enfants peut-être hypersensibles. On a les enfants aussi hyposensibles, qui sont des enfants qui sont très... on dirait que c'est typique justement des enfants qui sont très mous, qui ont l'air endormis, qui ont l'air pas capables d'initier justement, à s'engager dans une tâche par eux-mêmes, qui ont besoin beaucoup de l'adulte pour initier quelque chose, une tâche, une activité. Puis en fait, ben ça fait en sorte que ça peut avoir un impact sur son quotidien. Puis ça, c'est un signe en fait que peut-être l'enfant a un trouble du spectre de l'autisme. Là, je vous parle en général des enfants hypersensibles, hyposensibles. C'est très, très, très complexe, puis on ne demande pas nécessairement aux parents de faire cette analyse-là. Vraiment pas, parce que ça prend vraiment un ergothérapeute pour justement évaluer les troubles sensoriels de l'enfant. Je vais aussi faire un petit aparté parce que j'ai beaucoup de parents ou des questions de mes amis parents qui me demandent. Mais là, Justine, mon enfant a la difficulté, il n'accepte pas toutes les textures de vêtements. Les laines, c'est difficile, il n'aime pas mettre des bas. Il faut absolument que les bobettes soient telles en coton. Ouais. Je ne sais pas trop. Ben, tu sais, il a pas, il mange pas beaucoup ou il y a des intérêts restreints quand même. Bon, là, ça reste un enfant. Ça reste que chaque personne de ce monde a un profil sensoriel différent. Donc, moi-même, je déteste avoir les mains sales. Je n'ai aucune tolérance à avoir les mains sales. Ça ne veut pas dire que je suis autiste, là, fait que quand que c'est... Qu'est-ce que je veux spécifier? C'est quand ça a le trouble sensoriel a un impact sur le fonctionnement de l'enfant. C'est vraiment de voir la différence. Si c'est juste une petite préférence parce que l'enfant aime vraiment les bananes, mais déteste tous les autres fruits, bon, ça se peut que c'est un enfant qui va développer ses goûts aussi avec le temps. C'est un enfant qui aime juste le coton, ça se peut qu'il n'aime pas toutes les textures de vêtements. Ça aussi, ça se peut. Fait que, c'est pas non plus de prendre trop ça à la légère, trop ça intense, je veux dire. Puis c'est un peu aussi de s'enlever de la pression parce que je sais que certains parents, ça les stresse beaucoup. Puis c'est totalement normal, vraiment, vraiment très normal. Mais il faut juste vraiment se rappeler, en fait, qu'il faut absolument qu'il y ait un impact dans le fonctionnement de l'enfant. Là. C'est justement ça, il ne veut plus s'habiller du tout. Ah, OK, ben là, peut-être que il y a quelque chose de plus là, que juste des petites, comment je pourrais dire, des petites caractéristiques au niveau de son profil sensoriel. Fait que c'est ça aussi que je veux spécifier. Là. Je ne sais pas si c'est clair un peu. Ouais, ça me faisait penser, quand tu parlais, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais les TOC. Tu sais, moi, j'en ai un de mes garçons qui avait une petite tendance à avoir, puis quand tu as parlé de vêtements, c'était un peu ça, là, le TOC. Là. Il y avait vraiment une façon de mettre son pyjama le soir, puis il y avait comme une petite procédure. Là. J'avais été inquiète là, à l'époque, mais c'est ça, on m'a dit que ce serait probablement passager. Mais je vois encore une petite tendance là, des fois quand même, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'en tant que parent, je pense que même si tantôt je dis on se bloque un peu peut-être on essaye de mettre des lunettes roses, là, même si notre enfant est en gros trouble. Tu sais, je pense qu'au fond de nous autres, on le sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou c'est quelque chose de plus léger. Là. Mais c'est ça, ce que tu disais tantôt sur les crises. Sans rentrer trop dans les détails, j'ai vécu ça dans mon entourage. Là, il y a quelqu'un qui a un enfant autiste. Puis, c'est ça, des crises qui se déclenchent là, pour rien l'autre fois, on parlait des crises de centre d'achat, là, mais quand c'est un enfant qui est diagnostiqué plus tard avec le spectre de l'autisme, tu comprends que c'est au-delà de la crise de centre d'achat. Exactement. Mais c'est Puis vraiment un exemple. Là. Puis si je peux rajouter, c'est justement
comme on dit, il faut vraiment que ces bris de fonctionnement-là, ça soit sur une période quand même longue, puis qu'on voit qu'il n'y a pas d'amélioration du tout. Puis c'est là justement qu'on peut consulter. Puis, puis tu sais, ces difficultés-là, ça ne peut pas être expliqué par autre chose, par un autre diagnostic, mettons un retard de développement ou une déficience intellectuelle. Il faut vraiment que ces hypothèses-là soient enlevées, si je peux dire, là. Mais si je peux aussi ajouter à faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que moi, ce que j'aime de mon travail aussi, c'est beaucoup de sensibiliser les gens aux troubles du spectre de l'autisme. Je le fais de manière, de mon entourage. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse en parler sur cette belle plateforme-là parce que c'est facile de juger l'enfant quand on ne sait pas qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme ou juste même on entend souvent des bars, mais mon enfant est autiste. Ouais, mais les personnes ne comprennent pas nécessairement. Puis moi, ce que j'aime beaucoup démontrer comme métaphore un peu, c'est vraiment la métaphore de l'iceberg. Fait que, ce qu'on voit un peu sur le top de l'iceberg, qui est en haut de l'eau, c'est vraiment tous les comportements qui sont inadéquats, qui sont différents, si je peux dire. Mais on ne prend pas le temps nécessairement de comprendre en dessous du iceberg pourquoi, quelle est la cause de ce comportement-là, pourquoi c'est arrivé, etc., etc. Puis moi, mon rôle en tant qu'ergothérapeute, c'est vraiment d'aller fouiller dans l'iceberg. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cause cette perte de régulation-là? Quand je dis perte de régulation, c'est une grande crise de centre d'achat, comme si on disait tout à l'heure. Puis c'est ça que je trouve fascinant, en fait, là, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui peut causer ça, puis expliquer pourquoi ces enfants-là sont non-verbales habituellement. Ils ne parlent pas, 0-5 ans, ça parle. En tout cas, c'est rare que j'en ai qui parlent. C'est toute ils veulent parler, ils veulent communiquer, mais ils n'ont aucun outil pour communiquer. Fait que c'est sûr que ça peut être par des pleurs, par des crises, des comportements inadéquats. Puis justement, nous, on va venir leur offrir des outils pour communiquer, des stratégies à mettre en place pour qu'ils communiquent avec nous justement leurs besoins, avec leurs parents aussi. C'est très difficile, je pense, pour les parents quand ils reçoivent le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme chez leur enfant. Parce que, on a dit aussi les cocos autistes au niveau de l'interaction, des habiletés sociales, c'est très difficile. Fait que c'est pas les enfants qui vont nécessairement avoir des enfants colleux, des enfants très affectifs, très démonstratifs. Ça peut être difficile pour un parent. Puis des fois, on arrive dans les familles, puis les parents sont très souffrants, puis ils comprennent pas leur enfant. Puis ça fait partie de notre rôle, justement, d'expliquer c'est quoi le trouble du spectre de l'autisme, d'expliquer que c'est normal, puis qu'on comprenne ensemble leur enfant. Puis ça c'est un grand soulagement chez les parents, justement, parce que ça fait du bien de comprendre son enfant, puis de comprendre ses besoins, puis comment il les exprime. Puis comprendre la cause de pourquoi ça arrive. Donc, c'est ça que je trouve un peu fascinant de mon travail, c'est vraiment d'aller gratter, chercher pourquoi, en fait, ça arrive. Là. Oui. Puis, c'est ça, là, ça me faisait penser, dans les boîtes de maternelle, on a les cartes d'émotions, puis les parents, vous pouvez l'utiliser un peu comme pictogramme, là, vous laissez traîner les cartes, puis là, quand ça va pas, ben, de montrer à l'enfant, OK, on va chercher la bonne carte, c'est comme s'il n'y a pas à le nommer, mais il montre, OK, mais là, je suis triste, puis ça peut engendrer la discussion aussi, puis vous pouvez en rajouter, là, d'en faire, ça peut être une activité, on fait plein de dessins avec l'enfant, on les découpe, vous pouvez même faire plastifier ça, faire des belles pancartes, puis ben, quand il y a quelque chose, on va chercher la carte, ah, j'ai faim, je suis triste, j'ai peur. Ça peut aider aussi. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants de toutes sortes qui travaillent avec les pictogrammes aussi, là, pas juste avec les TSA, mais ça peut aider des fois l'enfant qui a de la misère à exprimer certaines émotions, mais d'aller chercher sa carte et de montrer comment il va se sentir. Absolument. Puis nous, on s'en sert beaucoup aussi pour créer une routine, dans le fond, chez l'enfant. Donc, on commence souvent avec des photos des photos réelles, en fait, là, de soit la tâche ou l'activité ou l'action. Puis après ça, on transfère justement au pictogramme qu'on voit peut-être qu'ils utilisent plus à l'école parce que les enfants actuellement sont en plus vieux. Ouais. Exactement. Puis ça l'aide. Les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, c'est important de savoir que... Comment je pourrais dire ça?
ils ne comprennent pas nécessairement les attentes de leur environnement. Tu sais, c'est très abstrait de dire on va faire ça tantôt, on va faire ça tantôt. Fait que tous les concepts très abstraits, comme justement les habiletés sociales, les émotions, le temps, ça, c'est un complexe, comment je dis ça? Un concept très complexe. J'ai de la difficulté. Puis aussi l'horaire, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça, là, c'est très difficile pour eux de comprendre. Fait que c'est pour ça que nous, on va souvent recommander de faire des horaires visuels. Parce que les enfants autistes, justement, intègrent beaucoup l'information par les yeux. Donc, c'est vraiment là qu'ils vont comprendre davantage les stimuli de leur environnement. Donc, c'est pour ça qu'on va venir placer un horaire pour justement rendre leur environnement plus prévisible. Ça peut enlever beaucoup d'anxiété chez les enfants, justement, de ne pas savoir qu'est-ce qui est attendu de moi, dans combien de temps, c'est trop flou pour eux. Fait que c'est pour ça qu'on vient justement structurer avec un horaire, mettre un timer aussi, une alarme, là, un petit cadran avec du temps. C'est visuel encore, on voit, bon, on met 10 minutes de cette tâche-là. Fait que ça structure l'enfant. Ça rend son environnement très prévisible, puis ça peut enlever beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété chez l'enfant, puis ça peut éviter beaucoup justement de mal-être, de crise ou quoi que ce soit. Fait que ça fait pas mal du sens aussi avec ce que tu dis, Marca. Puis c'est ça, là, le time timer aussi, ça me fait penser. On dirait que tu dis ce que je voulais, ce que je voulais dire. On a beaucoup de parents qui nous disent, là, surtout au début de l'année scolaire, qui nous disaient, par exemple, mon enfant a telle problématique, donc moi, faire telle chose, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut comme adapter, puis le faire d'une autre façon, ou nous, ça ne marche pas les horaires, fait qu'on n'en fait pas, on le laisse décider. Tu sais, à quel point on adapte, puis à quel point il faut quand même rester rigide là, pour avoir une certaine structure aussi. Là. Donc, est-ce que, oui, il faut forcer, mais pas trop. Comment on fait pour gager si est-ce que je le force trop? Tu sais, oui, c'est sûr qu'il faut s'adapter, mais en même temps, peut-être pas à 100% non plus. Là. Il y a quand même certaines règles à faire. Oui, absolument. Puis, c'est sûr que chez un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, si c'est vraiment ça ta question, c'est sûr que ça va lui prendre. Il y a des enfants que. C'est ça qui est difficile de répondre à ta question parce que chaque enfant est vraiment différent, mais habituellement, les enfants ont besoin de prévisibilité dans leur environnement, puis ça leur enlève, comme je dis, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Fait que c'est sûr qu'il y a des périodes de temps qu'on va leur laisser, qu'on va les structurer, qu'on va mettre une structure justement à leur horaire pour qu'ils puissent la suivre puis devenir autonomes aussi éventuellement. Pour pas qu'ils aient toujours besoin de l'adulte qui les dirige, justement, qui initie un peu l'action pour lui. Mais ça reste un enfant. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas toujours mettre des exigences sur son environnement parce que, bon, c'est un enfant, ça a ses besoins à lui, ça a ses intérêts à lui. Puis, il faut laisser explorer l'enfant. Il faut lui laisser aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, qu'est-ce qui m'intéresse, quoi que ce soit. Fait que c'est sûr qu'on va leur laisser des périodes de jeu justement pour aller explorer. Si c'est des enfants qui ont de la misère à s'engager dans une tâche, on ne mettra peut-être pas 36 jeux dans la salle. On va peut-être en mettre 3-4. Fait que, c'est comme des adaptations de l'environnement qu'on peut faire à ce moment-là. C'est pour ça que je dis que l'ergothérapeute va travailler beaucoup sur l'environnement. Puis, dans mon travail, en fait, là, surtout avec cette clientèle-là, l'environnement est pas mal au top de notre liste où on intervient. Puis ça l'aide beaucoup, là, justement, à structurer l'enfant. Si c'est un enfant qui, par exemple, qui a de la difficulté à s'engager, à initier, un enfant, comme on disait tantôt, plus hyposensible, bien là, mon Dieu, on va lui permettre d'aller explorer. Fait qu'on va mettre plein de jeux. On va le laisser aller chercher. On va, des fois, on est plus vite que l'enfant puis on veut l'aider, mais là, non, on va travailler, nous, notre patience. On va attendre puis on va laisser l'enfant aller chercher le jeu, justement, sur la table. Fait que ça dépend vraiment du profil de l'enfant. Mais en général, moi, je pense que c'est important d'offrir une certaine structure qui a été mise par l'adulte pour que l'enfant comprenne aussi qu'il y a des exigences dans la vie, à l'école surtout, puis il faut que je réponde à ces exigences-là parce que ça va le suivre toute sa vie, mais ça reste un enfant qui a besoin d'explorer son environnement, donc il faut qu'il y ait des périodes de jeu libre pour qu'il explore, puis qu'il... Voilà. Fait que je pense que moi, c'est ça que je donne aussi comme truc souvent aux parents, c'est bien, vous pouvez faire l'horaire aussi avec l'enfant. Il peut participer un petit peu de venir faire son horaire. Fait qu'il y a quand même un horaire, mais il choisit. Vous pouvez dire,
tu as tant de périodes d'apprentissage à faire dans ta semaine, on peut les placer ensemble. Mettez des périodes de jeux libres. Fait que là, comme ça, il sait qu'il joue, mais en même temps, ça fait partie de l'horaire. Fait qu'il y a moyen quand même d'inclure l'enfant là-dedans, de considérer ses préférences. Puis des fois aussi, puis pas nécessairement juste avec le spectre de l'autisme, un enfant, par exemple, qu'il veut là, le faire, mettons, son 3 heures d'école par jour, mais lui, il aimerait donc bien ça que ça soit le matin. Puis là, le parent aime ça l'après-midi, mais des fois, juste de communiquer, l'école, elle va être faite quand même, puis même plus efficacement. Tu sais, des fois, là, on pense que l'enfant veut donc bien des grosses exigences, puis finalement, c'était pas tant que ça qu'il demandait, là, c'était juste de changer la journée. Ouais, moi, j'aimerais ça finir par la lecture au lieu de commencer. Des fois, c'est juste ça, là. Fait que ça c'est facile, des fois, de communiquer avec l'enfant, puis de l'inclure dans les décisions aussi, là. Absolument. Puis pour nos enfants, justement, plus fonctionnels, plus verbales, qui n'ont pas nécessairement un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, bien, puis même nos enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est tellement le fun de sentir qu'ils sont intégrés dans les décisions. Puis ça va donc bien plus les engager. Comme tu dis, ça va tellement améliorer leur engagement, leur rendement dans les tâches parce que, c'est moi qui ai décidé où c'est que je plaçais ma collation, où c'est que je travaillais. C'est sûr que ça va les aider à s'engager. Puis, c'est juste des fois, je fais des choix avec des enfants qui ont de la misère là, à participer et à enseigner dans des jeux. Ben, je leur offre, tu veux celui-là ou tu veux celui-là? Puis là, on dirait que ça juste Plus avoir fun. du contrôle. Ouais, c'est ça. Juste avoir du contrôle sur qu'est-ce que je fais, ça m'aide donc bien à m'engager. Fait que ça, c'est souvent, là, j'ai souvent des parents qui me disent mon enfant s'engage pas, il participe pas, c'est difficile. Je suis tout le temps dans le combat avec. Je suis comme, mais est-ce que vous lui demandez ce qu'il veut faire? Est-ce que vous lui offrez des choix structurés? Il y a ça aussi, là, que des fois, c'est tellement banal puis on y pense pas. Puis une petite solution permet justement une grande différence. Là. Fait que, ouais, C'est ça, ou des fois, ben aujourd'hui, tu peux le faire avec un crayon de couleur ou je te laisse choisir ton crayon. Des fois, c'est super banal, mais pour les enfants, là, c'est donc bien le fun là, Ah oui, vraiment. Il faut qu'on de les choisir écoute leur quand chose. même. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Surtout quand ça ne fait pas vraiment de différence au bout du compte. Là. Si l'objectif, c'est que l'enfant ait réussi à faire, par exemple, sa demi-heure de travaux scolaires, de devoirs le soir, ben des fois, il y a certaines façons aussi là, que ça se passe mieux. Tantôt, on a parlé là, beaucoup d'enfants qui auraient, par exemple, là, des obsessions qui seraient très rigides. C'est sûr que là, en consultant, on va trouver des solutions, mais un parent qui remarque ça, que son enfant soit diagnostiqué ou non, est-ce qu'il faut essayer comme de casser ça ou on le laisse faire là-dedans pour comme éviter les crises? Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont tendance à vouloir éviter les crises, donc comme laisser l'enfant faire ça. Est-ce que ça peut comme le empirer? Comment on gère ça? Là? Ben, je pense qu'il y a une différence entre, mettons, les troubles du comportement puis justement un trouble du spectre de l'autisme. Fait que c'est sûr que si on identifie que c'est plus un trouble du comportement, puis que l'enfant a vraiment besoin de contrôler son environnement, puis que c'est vraiment difficile, qu'il participe ou non, bien, on va essayer de lui donner un petit peu de contrôle. T'sais, on va comme délousser un petit peu, mais quand même avoir un certain contrôle sur qu'est-ce qu'on offre à l'enfant. Il y a beaucoup de. Avec mes plus petits, là, ben, je pense que ça marche un peu avec les plus vieux aussi, mais système de récompense. Ah mon Dieu, ça, là, c'est donc bien. Ça fait des miracles. Fait que, par exemple, on a 5 jetons pour toute la journée. Puis, si tu fais tel comportement que maman veut pas ou papa veut pas, ben, on t'enlève un jeton. Puis, à la fin de la journée, si tu as encore au moins un jeton, ben, tu choisis une activité qu'on a décidée au début de la journée puis qu'on peut faire à la fin de la journée. Moi, je faisais ça avec mes séances par moment, là, parce que j'ai eu un stage aussi en déficience motrice, donc plus retard de développement et tout ça, là, donc plus des conditions physiques chez les cocos. Puis j'avais un enfant qui dealait tout le temps. Là. Puis c'était vraiment difficile de s'engager. Puis ça a été une recette, une stratégie miraculeuse, si je pourrais dire, qui m'écoutait puis qui s'engageait. Justement, c'était difficile là, de travailler les tâches préscolaires. Puis là, ben, s'il y avait au moins un jeton à la fin, ben, on pouvait aller faire de la trampoline. Hey, ça marchait bien. Là. Fait que ça, je dirais que quand c'est plus comportemental, je pense que c'est quand même de nous donner un peu de contrôle à l'enfant, mais de manière structurée. Quand c'est plus des rigidités qu'on pourrait associer à un trouble du spectre de l'autisme, là, justement, au niveau de la routine, au niveau des changements, au niveau, comment je peux dire ça, au niveau de l'alimentation, comme j'ai nommé un peu tout à l'heure, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut pas être dans la confrontation avec l'enfant.
parce que c'est vraiment un besoin que l'enfant a. Puis pour lui, un petit changement, ça peut vraiment affecter son bien-être, ça peut vraiment être envahissant pour lui. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment aller s'outiller le plus rapidement pour comprendre qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme, pourquoi mon enfant a ces comportements-là, comment je peux adapter mon environnement pour qu'il soit bien, comment je peux structurer son environnement justement pour plus qu'il fasse de crise ou quoi que ce soit. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que je ne serais pas en confrontation avec les rigidités, j'essaierais plutôt de les comprendre puis d'agir en conséquence. Par moment, tu sais, on dit un peu que ben, je pense à un livre de Brigitte Harrison, justement, qui est autiste, puis qui a écrit un livre, puis elle nous explique en fait que c'est pas un handicap, l'autisme. En fait, c'est l'environnement dans lequel on vit qui handicape la personne autiste. Parce que c'est pas adapté pour elle. C'est pas adapté pour la personne, pour ses conditions, pour justement ses problèmes de modulation sensorielle, etc. Donc, c'est ça aussi que moi, je trouve important de mentionner aux parents. Puis c'est pour ça qu'on va rendre leur environnement adapter l'environnement justement pour que l'enfant soit le plus fonctionnel possible dans son environnement. Parce que c'est ça qui l'handicape, c'est son environnement qui n'est pas adapté pour lui. Voilà. Puis, tu sais, je le dis souvent, là, on dirait que je dis ça dans chaque épisode, de chaque fois que je parle à des parents, mais tu sais, parler à vos enfants, vous remarquez qu'il y a quelque chose, vous êtes comment, c'est une petite rigidité, ou bien, tu sais, demandez-lui, hey, pourquoi tu as placé tous tes livres en ordre de grandeur, tu sais. Puis là, l'enfant, s'il fait juste dire, ah, ça me tentait, ou ah, c'était beau, ou tu sais, vous allez le voir aussi, est-ce que, tu sais, l'enfant, ou il dit non, 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 puis c'est de même. Puis là, si vous essayez, quand vous dit une histoire, de remettre le livre au mauvais endroit, est-ce que l'enfant, il s'en fout ou là, c'est comme vraiment important, puis c'est la crise, vous allez voir aussi, en faisant des petits tests comme ça, tu as dit tantôt, l'enfant veut manger juste des aliments jaunes, bien, est-ce qu'il a vu ça à la télé, quelqu'un qui faisait ça, puis là, il trouve ça drôle, puis il veut le refaire, ou c'est vraiment une rigidité, tu sais, en parlant avec lui, vous allez voir aussi d'où ça vient, puis vous allez être capable de le voir aussi si c'est vraiment comme important, puis c'est grave, puis sinon c'est la crise, ou si c'était comme, ben non, je faisais juste ça de même, puis de voir aussi comment gérer ça après, là, en attendant de consulter. Absolument. Puis, tu sais, si on peut faire une petite pouce avec l'alimentation, là, Oui. J'ai une anecdote. Un cas clinique là, qui me vient en tête, mais tu sais, justement, c'était un enfant que, juste à la vue d'un fruit, il pouvait avoir des hauts le cœur. Fait que, tu sais, ça vient loin, là. C'est tout le traitement de l'information pour lui qui se fait. Il y avait des hauts le cœur, là, puis c'était pas pour rire, là, c'était pas faux. Là, Ouais, c'était sérieux. Caprice, ouais. exactement, tu sais, puis ou des enfants, justement, qu'à chaque fois qu'on met des aliments, ben, ça part en courant, ça crie. C'est ça aussi, c'est comme des bons signes là, précurseurs que peut-être qu'il y a une plus grande difficulté qu'on pense, là, versus, comme tu dis, ah, j'ai trouvé ça drôle de manger juste ces aliments. C'est ça. À l'école. C'est ça. Puis ça peut arriver aussi, là, des fois, puis tu sais, on parlait beaucoup des parents qui ne verront pas les signes ou tu sais, qui soit parce que bon, ils connaissent moins ça, c'est le premier enfant, ou comme un petit peu en déni, mais il y en a aussi que c'est le contraire, puis qu'au moindre signe, ont vraiment pensé que leur enfant a beaucoup de troubles. Fait que dans ces cas-là, tu sais, on le sait, on est comment. Donc, si vous avez toujours tendance à voir chaque petit défaut de l'enfant comme une grosse affaire, bien, parlez-en, puis vous allez voir, là, des fois, c'est pas grand-chose. Puis de s'informer, bien, c'est jamais perdu. Là. Au pire, vous allez vous faire dire qu'il n'y a absolument rien. Des enfants, justement, comme ça, qui feraient des crises, qui ont des particularités avec qui on doit faire attention, est-ce que tu as des conseils pour gérer l'autre enfant de la famille, là, qui, lui, serait... qui n'a aucun trouble, soit comportemental ou d'apprentissage ou de développement, puis que, ben, comment on lui explique à lui que non, toi, tu restes assis puis tu ne fais pas de crise, mais ton frère, on en tolère plus. Oui, c'est vraiment un bon sujet, là. Puis, c'est bien que tu en parles parce que c'est souvent la fratrie qui est oubliée. Puis, parfois, c'est triste. Les parents sont tellement dans le jeu puis qui essayent tellement de donner tous à cet enfant-là qu'il y a des difficultés, que les autres sont un peu dans l'oubli, je dirais, puis qui peuvent aussi développer des troubles de l'attachement, etc., etc. Fait que c'est pour ça qu'il existe des groupes pour la fratrie dans nos services, justement, là, au public, qui expliquent aux enfants qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme, comment je peux aider mon frère, ma soeur pour l'aider à travers tout ça, comment je peux adapter mes comportements. Donc, c'est sûr que je dirais dans la mesure du possible de ne pas oublier que l'autre enfant aussi a des besoins. Par moment, on voit souvent
juste l'enfant avec des difficultés, on va tellement tout lui donner qu'on oublie qu'on a un autre enfant aussi qui a besoin d'attention. Il existe, ça dépend de l'âge de la fratrie, je dirais, là, mais il existe des livres aussi, des belles ressources que les enfants peuvent lire, même avec des images, pour les plus jeunes, quoi que ce soit. Puis vraiment de s'informer là, au niveau, surtout ceux qui sont suivis au public, il y a des groupes pour ça, pour la fratrie. Puis ça leur permet aussi comme d'avoir un peu des services, d'avoir un peu d'attention. Puis moi, ça arrive souvent que je suis à domicile, puis que je fais mes interventions, puis il y a la petite sœur ou le grand frère. Puis c'est pas rare que j'amène des activités pour l'enfant. Fait que, tu sais, peut-être justement quand vous avez des professionnels euh, qui viennent chez vous ou que l'autre enfant est là, ben pourquoi pas l'asseoir aussi sur la même table, travailler des choses. L'autre enfant pourrait faire du bricolage en attendant. Juste le voir que l'enfant a aussi de l'attention, ça l'aide beaucoup, tu sais, puis c'est plaisant pour l'enfant de savoir que, bon, la personne qui vient à la maison, ben, elle travaille pas juste avec mon petit frère, elle m'amène des dessins, j'amène souvent des dessins, je suis avec la petite, elle aime ça, fait que, c'est sûr qu'on essaye de pas trop mettre l'emphase sur l'enfant qui a des difficultés, mais ça peut être difficile, ça c'est certain, puis c'est, je pense, une réalité quand même qui arrive souvent, mais je dirais de pas mettre l'autre dans ben, comment je pourrais dire ça? De ne pas oublier que l'autre enfant aussi a des besoins, puis qu'on doit aussi peut-être l'occuper pendant, mais justement, tu sais, peut-être lâche pas. Oui, C'est ça, parce c'est que pas vraiment le même contexte, mais tu sais, quand on a d'autres enfants, quand on a plusieurs enfants, tu sais, quand on arrive avec le bébé à la maison, tu sais, c'est un peu le même principe, là, tu sais, il faut vraiment porter une attention particulière. Il y a beaucoup de parents qui séparent un peu les tâches, là, tu sais, le papa va plus s'occuper pour un temps des enfants plus vieux pendant. vieux, ouais. Donc, tu sais, c'est pas tout à fait le même contexte, là. Je peux comprendre que c'est probablement plus dur à gérer quand on a un enfant en grande difficulté, là, mais c'est Puis juste les de enfants veulent de l'attention oublier. aussi. Fait que Ouais, ben peut-être c'est que ça. dans leur tête d'enfants de 4, 5 ans, ils ne comprennent pas là, que c'est pas nécessairement le fun que l'ergo ou le psychologue vienne à la maison. Puis eux, ils aimeraient donc ça parce que ça a l'air d'un jeu. Puis pour eux, ils ne voient pas que leur frère ou leur soeur trouve ça difficile ou que c'est pas nécessairement un privilège. Puis tant mieux quand c'est le fun, justement, parce que vous réussissez aussi à faire en sorte que les enfants ont l'impression qu'ils ont fait juste des jeux, mais en travaillant des habiletés. Mais l'enfant, pour qui ça va bien, il aimerait ça faire le jeu. Fait que des fois, c'est de le prendre à part, de dire hey, nous aussi, à soir, tu as le droit de faire un jeu, ou nous, on va aller faire une activité, ou ben là, c'est au tour à ton frère, ça va être toi après, puis d'expliquer. Souvent, c'est juste ça, là, eux, dans leur tête, c'est un moment privilégié, un privilège d'avoir quelqu'un qui vient s'occuper de lui. Là. Donc, c'est de le voir comme ça, même si pour nous, on n'est pas jaloux de ça, là, quelqu'un qui a besoin de service, mais l'enfant, lui, il ne comprend pas que c'est parce qu'il a un besoin particulier. Surtout pour les plus jeunes, comme tu dis, aussi lui offrir des activités qui sont privilégiées, comme on peut dire, là, qui choisit son activité. Puis pour les plus vieux, par moment, la fratrie, ça peut être aussi vraiment un beau levier là, d'intervention. On a beaucoup de. J'ai certaines familles que justement la fratrie est plus vieux. Fait que grande sœur, grand frère qui s'implique beaucoup aussi, qui aide les parents dans un certain sens, mais c'est pas la réalité de toutes les familles. Là. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Puis j'essaie de me mettre beaucoup à la place du parent parce que ça doit pas être facile. Là. Malheureusement, je suis pas encore parent. mais, C'est ça. mais je peux voir là, que c'est relativement difficile de faire la part des choses là, tout le temps. Puis même quand il n'y a pas de diagnostic, là, des fois, c'est juste un enfant avec qui le comportement, c'est plus difficile. Puis, c'est beaucoup de gestion là, de comportement. Mais l'autre enfant va des fois avoir tendance à juste comme s'effacer, faire ses affaires, ne dira pas un mot, mais lui aussi, là, a quand même besoin d'attention, puis a ses besoins à lui. Là, fait que de faire attention, des fois, Oui, absolument. à ces enfants-là qui ont besoin aussi. Tu travailles aussi, là, ben là, tu as dit trouble du spectre de l'autisme, tu as quelques déficiences intellectuelles légères, si je ne me trompe pas aussi. Oui. Donc, ça aussi, même principe, là, qu'est-ce que ça serait les signes avant-coureurs de ça? Peut-être un petit peu plus évident que pour le TSA, là, qui est vraiment plus large. Qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes enfants, qu'on aurait des doutes, c'est quoi les symptômes? J'ai beaucoup d'enfants qui ont en fait un diagnostic de trisomie 21.
Fait que c'est sûr que le diagnostic de trisomie 21 est assez flagrant à la naissance, même que parfois il peut être su avant la naissance. C'est Maintenant, avant, oui, c'est ça. la science le permet, c'est quand même assez incroyable. Donc, quand l'enfant naît, il est tout de suite sur la liste d'attente. Fait que on a beaucoup d'enfants plus jeunes, je dirais. Là, c'est pas rare que j'en ai entre 0 et 3 ans, versus mes cocos TSA, ils ont plus entre 3 et 5 ans, je dirais. Donc, c'est sûr que les parents souffrent un petit peu moins, je dirais, que les parents avec des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme parce que dès la naissance, c'est clair que l'enfant a ce diagnostic-là. Puis, c'est des enfants quand même démonstratifs, affectifs, qui sont un petit peu moins durs à comprendre. Donc, c'est sûr que ça l'aide beaucoup, mais ça peut autant amener d'autres difficultés qui peuvent être difficiles aussi pour les parents, là, comme des troubles du sommeil, justement au niveau de la motricité fine, des tâches préscolaires, l'intégration à l'école aussi, c'est quand même des choses qui peuvent être plus difficiles. Mais habituellement, ils rentrent dans nos services très, très jeunes là, parce qu'ils ont le diagnostic plus tôt, je dirais. Donc, c'est ça que je dirais. Là, habituellement, les parents le savent déjà parce que l'enfant naît. Puis c'est assez évident là, au niveau du visage, au niveau moteur. Il y a vraiment un retard de développement là, qui est assez flagrant. Là. Donc, le pédiatre est capable de l'identifier rapidement. C'est vrai, donc il y a le pédiatre aussi à consulter. Puis, tu sais, pour des parents que, bon, c'est le premier enfant, qui n'ont pas nécessairement d'enfant dans l'entourage, bien, aller au parc, amener l'enfant, vous allez voir comment il interagit quand il y a d'autres enfants, comment il interagit dans des lieux publics, vous allez voir, parce que c'est sûr que la maison, c'est un environnement qui est très sécurisé et sécurisant pour l'enfant. Donc, des fois, c'est sûr, il est bien, il est dans sa routine, et il ne sait pas, lui, qu'il y a d'autres choses. Mais là, est-ce que quand on l'expose à d'autres choses, là, ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a justement des crises? Est-ce qu'il y a peur? Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, des fois, il y a des enfants, puis c'est vraiment correct, mais mettons, les parents travaillent à la maison ou il y a seulement un parent qui travaille, puis il n'a jamais été exposé à sa mère est partie 5 minutes. Bien, qu'est-ce qui arrive quand sa mère va être partie, quand il va réagir? Donc, ça vous permet en même temps de tester plein de petites choses, comment ça va avec l'enfant, puis de voir, OK, bien ça, c'est à travailler. Puis des fois, comme tu dis, c'est juste à travailler. On va le faire. Bien, maman, à chaque jour, elle va partir prendre une marche là, sans l'enfant pour lui montrer qu'elle revient puis qu'il comprenne ce concept-là. Puis, c'est pas parce que l'enfant a un retard, c'est juste qu'il n'a jamais été exposé à ça. Absolument. Même chose, tu sais, la lecture, on en parlait, bien, il y en a des enfants qui arrivent, puis là, ils ne connaissent pas leurs lettres en maternelle. Bien, c'est pas parce qu'ils ont retard, c'est juste qu'ils n'ont jamais été exposés à des lettres, ils n'ont pas fait ça. Puis là, ils en font, puis finalement, oups, tu sais, ils rattrapent le reste. Fait exposer vos enfants aux choses, puis vous allez voir aussi où il y a des difficultés. C'est sûr que quand on n'en fait pas, on ne sait pas, là. Non, absolument. Puis, c'est d'y aller micro-gradué, là, comme tu dis. Peut-être pas partir une journée de temps s'il y a toujours été mais peut-être y aller 10, 15 minutes, comme progressivement, un jour à la fois. Là. Fait que micro-gradué aussi, les changements, les habitudes, la routine, etc. Puis, tu sais, aussi, challenger un peu l'enfant, justement, comment réagir par rapport aux changements, avec les autres amis, avec les autres adultes, tout ça aussi, là, sans être trop dans l'évaluation de mon enfant. Mais quand même, exposer, là, ça peut, comme Marc a dit, ça peut être vraiment un indicateur là, s'il y a des gros bris de fonctionnement dans ces changements-là. Je pense aussi que... Ah, vas-y. Et je voulais rajouter, je m'excuse, ça vient de me... Oui, ben, vas-y, on est là pour ça. Parfois, tu sais, nos cocos qui ont un trouble du spectre de l'autisme, au niveau cognitif, sont très, 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 très bons. Là. Fait que c'est des enfants qui savent déjà lire, qui savent déjà tous les chiffres jusqu'à 100, puis ça a juste 3 ans, ou l'alphabet au complet. Puis, fait que ça peut être difficile pour le parent, nécessairement, d'identifier que son enfant, il y a quelque chose parce que au niveau cognitif, il y en a qui ont, c'est très développé, puis c'est des intérêts très restreints. Mais il y en a qui ont des intérêts justement pour les chiffres, pour les lettres. Donc, ça aussi, ça peut être un petit red flag du fait que l'enfant, c'est un intérêt très, très, très fort pour les lettres, très, très fort pour les chiffres. Donc, ça aussi, je voulais te dire. Justement, en touchant à tout, non seulement ça va être bon pour son développement, il va être prêt quand il va arriver à la maternelle, mais vous allez voir aussi, oui, il y a un très grand intérêt pour les lettres, mais c'est tout, ça se peut aussi qu'il y ait un intérêt pour les lettres, tandis que, OK, ben, on a juste fait des lettres, on ne le sait pas, là, est-ce que c'est une des caractéristiques ou c'est juste un hasard parce qu'il a été exposé à ça, puis
ils aiment ça aussi, là. Donc, plus vous en faites, les domaines en maternelle, là, on a comme le domaine cognitif, le domaine langagier, social, physique et moteur, puis affectif. Bien, touchez un peu à tout ça avant la maternelle, puis vous allez voir votre enfant. Ah, ben OK, c'est difficile partout, il y a peut-être quelque chose, on va investiguer. Ou ah, ben il y a de la difficulté dans une certaine sphère, mais ça arrive, on a toutes des faiblesses. Ou il y avait de la difficulté, mais on l'a travaillé. Puis, ça me fait penser à une affaire là, que maman m'a raconté que quand j'étais petite, elle s'est comme rendue compte, en parlant avec une de ses amies, que je faisais pas de tour de bloc. Mais juste parce qu'elle m'avait jamais donné de bloc, tu sais. Puis là, elle était comme, oh mon Dieu, mais pourtant, elle marche, elle parle, elle est super avancée dans d'autres choses. Mais là, c'était comme la panique parce que je faisais pas de tour de bloc. Mais c'est normal, j'ai jamais été exposée à ça. Puis là, finalement, après une semaine intensive de tour de bloc, tu sais, ça se passait bien. Tout était correct, là, pas de retard de développement. Mais tu sais, des fois, c'est ça, les parents ne pensent pas à certaines choses comme ça, banales. L'enfant, ça va super bien partout, mais il n'a jamais fait de tour de bloc. Puis c'est pas grave, là, aussi, ça se peut que l'enfant n'est pas grave parce qu'il n'a jamais été exposé. Puis c'est de le voir aussi après, suite à l'exposition, est-ce que ça va mieux ou non, il y a vraiment une problématique de ce côté-là. Oui, puis si je peux ajouter à ce que tu dis, Marquant, des fois, les parents, tu sais, tout travailler les couleurs, les chiffres, les lettres, c'est quand même beaucoup, là. C'est quand même beaucoup. Puis des fois, c'est ce que les parents priorisent parce que, bon, on veut qu'ils soient bons à l'école, on veut qu'ils soient au niveau cognitif, qu'ils soient assez développés. Mais il ne faut pas oublier aussi que les habiletés de motricité fine et de motricité globale sont autant importantes. Puis surtout quand ils sont jeunes, puis c'est quand même un intérêt habituellement que les enfants ont. Donc, tu sais, oui, travailler les couleurs, oui, travailler la classification, tout ça, mais pas oublier d'aller jouer dehors, d'aller inventer des jeux dehors. Tu sais, tout le jeu symbolique, c'est tellement important justement pour que l'enfant progresse dans son niveau de jeu. Travailler aussi les habiletés de motricité fine, faire des activités, des petits bricolages, travailler les manipulations dans la main. Hey, il y a tellement d'activités là, qui sont ludiques, qui sont intéressantes, que les enfants même peuvent choisir, puis qui ne voient même pas ça comme un travail, ils voient juste ça comme une activité, un jeu que maman, papa a organisé. Mais ça, là, ça, si je peux intervenir, Marika va avoir un sourire parce que ça, là, c'est vraiment très, très, très important. Là. Je l'ai vécu vraiment, moi, personnellement. Je fais plein de choses. Moi aussi, j'essaie le plus possible de rendre intéressant, mais je suis un peu comme la maman de Marika. J'avais oublié quelque chose de très, très, très important avec mon fils de 10 ans. C'était de lui faire justement des activités plus de bricolage, de coloriage et tout ça. Ça ne l'intéressait pas. Fait que moi, je n'ai pas poussé vers ça. Puis à un moment donné, à quelque part en troisième année, on a commencé à me dire, oh, votre fils, il a vraiment de la difficulté à écrire. Peut-être qu'on devrait lui donner un clavier d'ordinateur, puis il devrait. J'ai dit, ouf, non, non, je ne suis pas vraiment d'accord avec donner un clavier d'ordinateur à un enfant en troisième année. J'ai dit, je vais le travailler avec lui, puis on va développer sa main d'écriture. Puis, c'est ça, à force de me renseigner là-dessus, j'ai compris que c'était important, la motricité fine, justement, pour muscler toutes les mains et tout ça. Fait que, en troisième année, j'ai ressorti la pâte à modeler, les crayons à colorier. J'ai fait faire ça vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis encore aujourd'hui, il est rendu en cinquième année, puis j'y en fais encore faire pour vraiment continuer. Mais ça s'est résorbé vraiment, là. C'était vraiment un problème c'est ça, dans le fond, mais c'est vraiment primordial, là. Je sais que je l'ai répété à plusieurs reprises là, dans le cadre du projet de ma classe. Là, des fois, je le dis sur les réseaux sociaux ou où je le donne en conseil à des parents. Ils doivent dire, mon Dieu, qu'on en revienne. Mais c'est un traumatisme. c'est vraiment important là, de s'assurer là, que les enfants, c'est ça, en préscolaire, est vraiment manipulent beaucoup les choses. Puis je ne l'ai pas vécu avec mon plus jeune là, parce qu'il a eu la chance d'aller à Montessori. Puis eux, ils travaillent vraiment ça à fond. Oui, c'est ça. Puis, pour faire du pouce à ce que tu dis, Claudia, là, c'est fou parce que des fois, on pense tout le temps à plus travailler dans la tâche, dans la tâche, dans la tâche. Justement, là, il parlait déjà de compenser avec un clavier. On peut revenir à la base. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'enfant tient bien son crayon? Est-ce que c'est Est-ce que c'est parce que justement, il manque de force au niveau des doigts? Est-ce qu'il y a de la misère à dissocier les mouvements de ses doigts? Est-ce que c'est juste un problème de positionnement du crayon?
Ou encore plus à la base, est-ce que c'est un problème de positionnement? Est-ce que l'enfant, il y a un contrôle postural qui est plus difficile au niveau musculaire? Donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment là, de travailler la motricité globale, surtout 5 ans et moins, motricité fine, plus, parce que c'est vraiment les bases qui vont permettre à l'enfant de s'asseoir puis de faire une tâche assis à la table. Quand ça, c'est pas acquis, quand ça, c'est pas assez solide, là, c'est comme un peu les bases de notre maison. Il faut vraiment que ça soit solide pour justement que l'enfant puisse s'engager dans la tâche, justement assis à la table. Puis des fois, on met beaucoup d'importance aux tâches assis à la table. Ça peut être aussi une belle option d'être couché sur le ventre, faire un dessin. Hey, on travaille tous les muscles du dos, toutes les omoplates. Je ne dis pas de rester couché sur le ventre pendant 30 toute la journée. 5-10 minutes, là, ça fait toute la différence. L'enfant travaille d'autres muscles, puis c'est aussi intéressant pour l'enfant de changer la position. Travailler aussi sur des tableaux en hauteur. Il y a beaucoup ça aussi, de plus en plus, je pense, à l'école préscolaire. L'enfant, justement, doit lever le bras pour aller écrire, dessiner. C'est d'autres manières aussi plus ludiques. Puis qui travaillent aussi d'autres muscles, au niveau de la motricité globale qui peuvent justement être bénéfiques pour l'enfant à long terme. Donc, c'est pour ça que on est entre 0 et 5 ans, là, on travaille beaucoup motricité fine, motricité globale, mais par le jeu. C'est souvent ça, les inquiétudes des parents. Là. Mon enfant n'est pas capable d'être assis à la table, puis de dessiner. Ouais, mais notre but, c'est pas qu'il dessine tout de suite, puis qu'il écrive des lettres. Là. On veut vraiment comme travailler la base. Puis des fois, on voit, oups, ben, ça débloque comme ça. Ça fait vraiment du sens avec ce que tu dis, avec ton expérience. C'est bon, qu'est-ce que tu dis aussi de chercher l'équilibre. On l'a vu là, beaucoup avec le télétravail, c'était sorti, ben, c'est pas bon d'être toute la journée assis sur ta chaise de cuisine tout croche, ben, pour un enfant non plus. Fait que oui, il y a certains moments où c'est important d'être assis à la table parce que, mettons, on écrit un long texte, puis c'est ce qu'il faut, mais justement, profitez-en, puis surtout ceux qui le font à la maison, là, soit avec les plus jeunes enfants qui vont pas à la garderie ou ceux qui font l'école à la maison, mais profitez-en. Là. C'est sûr que dans une classe, c'est peut-être plus dur à gérer si tout le monde se lève, se couche. Mais il y a des nouvelles classes là, maintenant qui le font, là, qui ont des stations avec des ballons, des vélos avec un bureau pour écrire. Ben, vous pouvez le faire, OK, ben là, on va faire une petite section dehors, là, on va le faire coucher. De la lecture, si on peut le faire dans le lit. Il y a moyen aussi de gérer ça. Puis, dans les boîtes, nous, pour les plus jeunes, là, ceux qui n'ont pas le gros forfait, on utilise là, de la pâte magique qui est une espèce de poudre pour tracer les lettres. On va utiliser des lettres à tracer comme avec son doigt. On va utiliser de la pâte à modeler. Donc, c'est plein de manières qu'en plus d'apprendre leurs lettres, ils vont faire de la motricité. Là, vous pouvez le faire aussi à la maison, là, tracer les lettres dans le sable, le riz, le gazon. Ben oui. C'est ça, exact. Dans n'importe quoi, de faire leurs lettres avec des brins de gazon dehors, n'importe quoi, mais ils manipulent des choses. Puis quand ils jouent, des fois, on a l'impression souvent que pour apprendre, il faut que ça soit donc bien encadré, mais quand ils jouent avec leurs autos ou qu'ils font leur tour ou qu'ils habillent leur poupée, ben ils développent leurs mains, là, puis ils manipulent des choses quand même. Absolument. Puis on est quand même chanceux parce que, mon Dieu, qu'il existe des beaux jouets, mon Dieu, qu'il existe plein de belles choses qu'on peut acheter. Mais tu sais, moi, je vous encourage pas nécessairement à tout acheter parce que on peut des fois utiliser là, des petites choses de la vie là, on peut travailler la motricité fine dans la cuisine là, avec l'enfant qui nous aide. Tu sais, c'est fou comment, quand on sort un peu de notre imaginaire, qu'on vient justement plus dans le symbolique, bien, on peut trouver plein de belles opportunités de travailler la motricité fine au quotidien, dans les tâches, là, justement, avec l'adulte ou quoi que ce soit. Puis, qu'est-ce que Marca disait, justement, ça fait beaucoup de sens, là, justement. Les enfants intègrent les acquis au niveau sensorimoteur. Donc, tout au niveau sensoriel, c'est comme ça qu'ils vont apprendre à développer justement leur capacité. Donc, ça se passe vraiment comme au début, sentir, toucher, varier les textures. C'est comme ça que les enfants vont apprendre. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, même au niveau de la nourriture, c'est important de les faire quand même jouer avec la nourriture, faire toucher, faire sentir, aller faire l'épicerie avec les enfants aussi. Là. Donc, tout passe par le sensoriel au début avec les enfants, puis ça, c'est important de se le garder en tête. On parlait tantôt des enfants à la maison qui Claudia, si tu peux me réactiver ma caméra, là, j'ai manqué d'électricité, mais je suis de retour.
Petit bris technique. Bris technique. Je ne sais pas comment faire ça en plus. Ça va être peut-être un je vais peu long. rester fantôme en attendant. Au moins, j'ai mon son. Oh mon Dieu. OK. Je pense que je pense qu'on l'a carrément perdu. Ah, bon. Attends un peu. Je vais regarder T'es encore là? sur Facebook si. OK, Mais mais ça t'es avait quand encore même. là? Ah oui, on est encore sur Facebook. Oui, c'est bon. C'est beau. OK. Bon. Est-ce Bon, que je pense que je peux t'es... le faire. Audio. Non, mais c'est pas grave là, pour le. Ah, OK. Bon, c'est bon. On l'a eu. bonjour. Donc, c'est la première fois que on est bonne quand même parce qu'on s'était dit que peut-être que ça nous arriverait un jour d'avoir Ouais. un petit pépin, puis bon, Mais là, c'est ça, on j'ai se manqué parlait des fois des d'électricité, affaires fait que je me drôles qui suis mis. arrivaient sur Ouais. Ça vient de nous arriver, il Ouais. fallait que ça nous arrive. Non, c'est Ça ça. fait Fait que là, donc- mais je suis même pas tant dans le noir que ça. Là. Une chance que j'étais à un bon endroit, mais ouais. Petite lumière. Fait que, oui, Claudia, je pense qu'elle allait poser une question. Ouais. Ah, bon, à son tour. École à la maison, on fait de façon différente là, d'enseigner. Est-ce que ça peut On poser t'a vraiment des perdu. problèmes? Pour vrai? Est-ce que vous Oui, m'entendez? Bon, oui, on va s'en sortir. Donc, oui, c'est la ça. question, si je peux, moi, je ne suis pas due pour la poser, là, cette question-là. Dans le fond, au niveau tu sais, de la façon de travailler dans des positions autres que, bon, assis au bureau à l'école ou, bon, à la maison sur un bureau, à quel point ça peut être nuisible? Est-ce qu'à un moment donné, ça peut être nuisible, tu sais, de travailler plus dans des positions, je parle plus tu sais, pour l'ergonomie du corps, là, est-ce que ça peut poser des problèmes éventuellement ou si on est mieux justement de diversifier? Puis même en tant qu'adulte, là, maintenant, il y a des, tu sais, il y a des tables ajustables pour les portables pour travailler debout, travailler. Je sais qu'il y en a qui travaillent sur des ballons, sur des. Est-ce que tu peux nous renseigner un petit peu là-dessus? Ben moi, je pense en fait que ça peut pas être nécessairement nuisible, sauf si le positionnement n'est pas adéquat justement pour comment je pourrais dire ça? C'est ce qu'on souhaite en fait là, c'est que si la personne, l'enfant est assis, que ses coudes soient à 90 degrés, justement que ses pieds touchent par terre, que ses genoux aussi soient à 90 degrés. On cherche aussi un bassin qui est à 90 degrés. Donc, c'est sûr qu'il y a comme des normes de base à garder en tête, en fait, pour que l'enfant soit bien assis, qu'il y ait un positionnement qui est adéquat justement à l'école. Donc, c'est sûr que si on l'assied sur un ballon qui rebondit, par exemple, ça va être quand même de garder ces normes-là. Tu sais, si l'enfant a la table ici, c'est pas adéquat, là, relativement. Mais si la position de la table est adéquate, qu'il peut bien positionner ses coudes, moi, j'ai pas de problème à ce qu'il soit assis. Toutefois, si ça déconcentre l'enfant, si ça nuit à son engagement dans l'activité, là, c'est sûr qu'on va peut-être changer justement peut-être de stratégie ou peut-être le faire juste sur une durée de 15 minutes. On a vu que ça l'aidait, puis après ça, on switch à la chaise. Travailler au sol aussi, c'est plus pour nos tout petits, je pense. On fait moins première année, deuxième année, troisième année. Moins confortable aussi quand on est plus grand. Là, Exactement. Moi, je ne le ferais pas personnellement. Puis encore là, à ce moment-là, on ne veut pas des 30 minutes consécutives, comme j'ai dit tantôt. On veut vraiment plus des 5 à 10 minutes pour varier la position, travailler les muscles du dos. Il faut faire attention aussi la position W. Par moment, des fois, les parents ne se rendent pas compte que leur enfant a les genoux en W, là, si je peux dire. Puis ça peut être nuisible pour les genoux. Quand on voit cette position-là, on replace l'enfant en indien. Puis dans le fond, pour répondre à ta question, Claudia, là, je me suis j'ai peut-être un peu extrapolé. Mais quand on voit que le positionnement de l'enfant lui permet pas d'être fonctionnel, puis lui permet pas de s'engager, puis d'avoir un meilleur rendement dans la tâche, ben c'est là peut-être qu'on va se dire c'est peut-être pas une bonne stratégie à ce moment-là, puis on va changer. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Sinon, moi, j'en ai pas de problème de changer de façon de s'asseoir, là, surtout si ça peut aider l'enfant à rester attentif. Là, surtout, on le voit dans nos premières, au niveau du primaire. Là, mais voilà.
Puis c'est ça, tu parles aussi de rester attentif, ben, c'est de s'assurer que l'environnement dans lequel on le met, il n'y a pas la télé ouverte à côté, l'autre petit frère qui joue, le chien qui joue dans le milieu de la pièce. Tu sais, moi, je l'ai vu souvent là, quand je donnais des cours privés à domicile, mais souvent, c'est les animaux. Là, le chat, il est là, il est sur la table, il grimpe, puis là, l'enfant, il trouve d'ombre, puis là, il veut jouer, puis là, tu sais, c'est comme ça peut être bon dans certains contextes. Il y en a pour qui ça va les calmer d'avoir le chat sur eux, puis ils vont le flatter, puis ils vont être capables de faire leurs choses. Mais si vous voyez que l'enfant fait juste jouer avec le chat, ben là, c'est peut-être de dire, OK, tu vas dans une autre pièce, ou on va mettre le chat dans une autre pièce pour que tu sois capable de faire tes choses. Puis comme tu l'as dit tantôt, c'est différent pour chaque enfant. Il y en a qui vont être capables de faire leurs choses parce que le chat, c'est pas un élément de distraction, mais il y en a pour qui ça l'est. Surtout quand c'est des nouveautés. Même chose, il y en a qui sont habitués à ça, que s'il y a d'autres gens dans la pièce, ça va, mais il y en a, là, j'en avais, puis même au secondaire, là, que dès que quelqu'un passait dans la pièce, allait vouloir comme leur parler. Tu sais, c'est comme si c'était une distraction toujours, puis même en fin secondaire, là, donc imaginez avec les plus petits, donc c'est de voir avec votre enfant qu'est-ce qui est une distraction, puis qu'est-ce qui est correct là, aussi. Absolument. Puis, ça me fait penser aussi, tu sais, si on voit que l'enfant, là, le positionnement, c'est très, très, très problématique, souvent affaissé, on voit qu'il y a de l'inconfort, on voit que ça ne fonctionne pas du tout, là, puis ça fait en sorte qu'il n'est pas concentré puis qu'il n'est pas engagé dans n'importe quel jeu qu'on lui offre assis. Même pour s'alimenter, ben c'est sûr que faire une demande de chaise ergo, qu'on peut dire, là, une chaise multiniveau, il y en a beaucoup au scolaire, il y en a beaucoup dans les garderies, il y en a même beaucoup à domicile. Ben ça peut aider pour le positionnement, là, justement, nos enfants, par exemple, qui ont une trisomie 21, sont très hypotoniques, tu sais, au niveau du tronc, ils ont des petites faiblesses musculaires, ce qui fait en sorte que, par exemple, au niveau de l'alimentation, c'est plus difficile de s'engager, c'est plus sécuritaire d'avoir une chaise qui les soutienne avec des adaptations, puis ça, c'est la chaise ergo, justement, qu'on appelle, qu'on nomme, là. Donc, mais il y en a beaucoup aussi qui en ont à l'école, puis ça aide beaucoup les enfants aussi, là, justement, au niveau d'être mieux positionnés. Mais ça, c'est vraiment quand on voit qu'il y a un impact là, assez important au niveau de la motricité globale, puis au niveau des tâches qui demandent d'être assises, là, comme s'alimenter, préscolaire, scolaire. Voilà. Comme tu dis, à l'école, ben, ça va prendre bon, les autorisations, souvent il faut un diagnostic parce que bon, on ne peut pas commencer à mettre tous les enfants avec des chaises, mais si vous êtes à la maison, ben, profitez-en. Ah, ben mon enfant il est plus confortable sur le divan parce qu'il a les jambes allongées, ben, allez-y avec ça. Ou ah, ben mon enfant, je ne sais pas, une chaise plus haute au comptoir, ça dépend des enfants. Ah, lui, il a besoin d'un dossier, ben profitez-en justement, vous pouvez y faire qu'est-ce que vous voulez. Puis c'est ça la flexibilité aussi de le faire à la maison, c'est d'adapter en fonction de certaines caractéristiques, mais justement en ayant quand même certaines règles puis une structure. Mm-hmm. C'est d'être attentif, en fait, si ça l'aide ou pas votre enfant à être plus engagé. Mais comme j'ai dit, il y a les normes de base aussi là, qui font en sorte que avoir un soutien pour les pieds, avoir un soutien jusqu'aux épaules, tout ça aussi, là, ça peut aider là, l'enfant. Voilà. Une chance qu'on ne voit pas comment je suis assise en ce moment. On ne le dira pas. Est-ce que tu as des ressources justement pour ça, là, autant là, au niveau du développement de l'enfant, puis sur les positions là, que les parents pourraient consulter puis que ça serait fiable? Il existe, c'est sûr, plusieurs formations. J'ai une ergothérapeute qui s'appelle Josiane Santacaron. Puis, elle a une page Instagram, elle a une page Facebook. Puis, elle fait beaucoup justement ça donne beaucoup d'informations, des outils même aux parents, elle répond aux questions même. Donc ça, c'est une belle ressource là, si vous avez des questions, allez voir son Instagram, sa page Facebook. Elle donne même des formations pour les parents. C'est tant au niveau motricité fine, motricité globale, qui peut être vraiment plus pratiqué avec les parents. C'est quand même, ça peut être fait beaucoup justement par le parent. Pour des parents, par exemple, qui sont en attente de services qui ont eu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, ben, la Fédération québécoise de l'autisme, ça aussi, c'est une belle ressource. C'est un site Internet qui a des ressources, des boîtes à outils. Puis c'est vraiment intéressant, là, ça va vraiment vous amener à des places qui peuvent vous donner des stratégies déjà mises en place, répondre à vos questions. Je pense justement qu'il y en a qui offrent il y a un système de questions que quelqu'un peut répondre ou quoi que ce soit, envoyer des courriels. Donc, ça aussi, c'est vraiment une belle ressource qu'on recommande souvent à nos parents, même quand ils sont à nos services. Là.
Fait que ça, c'est une ressource. On les ajoutera peut-être en commentaire, Marika, pour les parents qui nous écoutent. Là. Mm-hmm. C'est sûr qu'eux, ils donnent plein de références de livres aussi pour les parents pour comprendre qu'est-ce que l'autisme, pour comprendre mieux leur enfant. Des vidéos aussi explicatives. Il y a vraiment là, une tonne d'outils sur ce site-là. Puis Josiane aussi, Caron, Santa Caron, en tout cas. Je vous le réécrirai. Oui, c'est ça, on pourra mettre les ressources en commentaire Oui, aussi c'est ça. du podcast. Oui. Ben, c'est une ergothérapeute qui travaille en pédiatrie, puis est vraiment expérimentée, puis elle donne beaucoup d'outils justement aux parents, puis comment travailler telle chose, des idées ludiques de travailler à motricité fine, motricité globale, qui peut être intégrée dans la routine à la maison, et même dans des CPE ou dans des garderies. Là. Voilà. Puis c'est ça aussi, en exposant votre enfant à d'autres enfants de son âge, que ce soit des fois le cours de piscine du dimanche matin ou que ce soit un atelier éducatif, des fois même un enfant qui est à la maison, mais qui a juste un après-midi par semaine, quelque chose, bien, avec des enfants de son âge, ça permet aussi d'être un bon indicateur parce que si on compare juste, par exemple, avec le petit voisin ou juste avec son cousin, bien, des fois, ce n'est pas nécessairement une bonne référence parce que peut-être qu'il y en a un des deux là, qui a une problématique, donc ça peut être plus dur à comparer. Il y en a peut-être un, des fois, qui est super en avance sur quelque chose, puis là, bien, on a l'impression d'être en retard, mais finalement, c'est l'autre qui est très en avance. Mais tu sais, avec un bon bassin d'enfants, ça peut vous donner un meilleur indicatif aussi. Puis, même si ce n'est pas des professionnels, bien, la personne qui donne son cours de karaté, bien, elle va peut-être pouvoir vous dire hey, son comportement, il y a quelque chose, il n'écoute pas les consignes, puis vous ne voyez pas ça à la maison, mais ça fait un regard extérieur. Fait que sans donner de diagnostic, sans dire il y a une problématique, bien, si au cours de karaté, au cours de piano, puis quand vous l'amenez chez les grands-parents, vous vous faites dire ça, bien, ça peut être aussi des indicateurs que peut-être faudrait investiguer là, quelque part parce que le comportement et l'interaction sociale ne se passe pas bien. Mm-hmm. Absolument. Puis ça les aide beaucoup, les enfants, justement, à développer des habiletés sociales, l'interaction, le partage du plaisir, le partage du jeu. Tout ça, là, c'est des belles acquisitions qu'ils peuvent faire à la garderie ou dans des cours, comme tu dis, de sport ou de danse ou quoi que ce soit. Pas obligé d'être super intense 6 jours par semaine. Des fois, juste une petite activité par semaine pour c'est ça. Petite activité par semaine, puis l'enfant va côtoyer d'autres enfants, côtoyer d'autres adultes aussi, parce que la relation n'est pas la même avec l'enseignant, avec l'entraîneur, avec le parent, avec le voisin. Donc, d'apprendre justement comment interagir pour qu'à l'école, ben, ça se passe mieux après. Là. Absolument. On voit beaucoup déjà des beaux acquis quand les enfants arrivent de garderie parce qu'ils sont habitués d'avoir une certaine structure, sont habitués d'avoir des exigences qui sont attendues d'eux. Donc, quand ils arrivent à l'école, c'est toujours moins frappant pour l'enfant, c'est moins déstabilisant, si je peux dire. Là. Fait que c'est sûr que ça l'aide, là, vraiment. Par contre, les garderies ne sont pas toutes pareilles parce que l'histoire de mon plus vieux, tantôt, il est allé dans les garderies, mais malheureusement, ils n'ont pas tous les mêmes standards, je pense, pour développer ce qui doit être développé dans la petite enfance. On va avoir quelqu'un, justement, dans 2-3 épisodes qui travaille en garderie, là, qui va pouvoir nous informer là-dessus. Oui, c'est ça, exact. Quelqu'un que tu connais aussi, d'ailleurs, là, ça fait le tour de notre entourage, mais oui, c'est ça. Donc, pour les enfants, ça pourra donner des conseils. Est-ce qu'il y avait d'autres infos, là, vite comme ça, que tu avais pensé qui sont importantes, qu'on devrait savoir, qu'on n'a pas abordées? Ce qui me vient en tête, mon Dieu. On a fait quand même un beau tour d'horizon. Oui, hein, c'est ça. On a vraiment, c'était super pertinent tout le long, puis on a vraiment répondu à plein de questions qu'on a eues là, de parents depuis les derniers mois. Fait que c'était vraiment super. Puis si les gens, vous avez d'autres questions, là, que vous écoutez l'épisode plus tard, vous pouvez quand même commenter. Puis nous, soit qu'on pourra les transmettre ou éventuellement, si tu veux revenir là, dans quelques mois, parler soit de d'autres sujets ou revenir sur des choses qu'on a dit, bien nous, on te reprend n'importe quand. Ben, c'est gentil, puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau ce que vous faites. C'est le fun aussi parce que je pense que l'ergothérapie, c'est pas quand même un métier qui est très connu
toujours quand même. C'est quand même une profession en émergence. Donc, je trouve ça important justement de sensibiliser les parents que ça existe puis que ça arrive des problématiques dans les différentes occupations de la vie quotidienne de l'enfant, puis que nous, on est là pour les aider, pour les soutenir, puis qu'il existe des stratégies à mettre en place. Là. Donc, puis de ne pas avoir peur, si je peux conseiller aux parents, de ne pas avoir peur de consulter. Puis au pire, on se fera dire que c'est normal. C'est ça, puis tu sais, c'est pas de la faute du parent si l'enfant a une certaine problématique, puis de pas se sentir coupable, puis tu sais, que j'ai fait pas correct, ben rien, c'est juste, c'est comme ça, puis on fait du mieux qu'on peut pour aider l'enfant, mais c'est pas de votre faute. Puis même ceux qui vont aller consulter plus tard parce que bon, ils n'avaient pas remarqué, ils savaient pas, ils étaient mal outillés, ben c'est pas, tu sais, sentez-vous pas coupable non plus. C'est sûr qu'on vise d'y aller plus tôt, mais tu sais, c'est fait, puis c'est pas... vous n'allez pas vous sentir mal pour ça. Puis, justement, d'y être allé vaut mieux tard que jamais, justement, pour aider l'enfant. Oui. Puis, j'espère un peu aussi que j'ai, comment je peux dire ça, un peu modifié, tu sais, un peu, comment je peux dire ça? Les perceptions, oui. Les perceptions au niveau du trouble du spectre de l'autisme, tu sais, un peu, juste en parler, je pense que ça l'aide justement à ce que la société puisse comprendre davantage ce trouble neurodéveloppemental-là, puis être alerte un peu plus aussi à ces personnes-là dans l'environnement, dans notre société, puis d'être plus compréhensif avec eux aussi, là, éventuellement, surtout nos petits cocos qui sont non-verbales habituellement, là, donc c'est sûr c'est plus difficile pour eux de communiquer leurs besoins. Puis je pense que plus les gens connaissent ce trouble-là, ben, c'est sûr que plus on va faire en sorte que l'environnement va être adapté pour leurs conditions. Puis ça me fait penser, on pourra en reparler là, si on fait un épisode éventuellement sur l'intimidation puis l'inclusion, tout ça, ben les parents d'enfants qui n'ont pas de problématique, ben soyez ouverts puis expliquez à vos enfants que, tu sais, ah ben regarde, tu sais, l'ami, il a une certaine problématique, mais il est gentil quand même, il est intelligent quand même, tu peux jouer avec lui quand même, puis si l'autre enfant fait une crise, ben tu sais, d'expliquer que c'est correct, puis de ne pas non plus stigmatiser ça, parce que les enfants, à la base, ils aiment tout le monde, ils sont gentils avec tout le monde. Là. Donc, c'est souvent en se faisant inculquer des commentaires comme ça, ben, tu sais, soyez ouverts, puis montrer que, justement, c'est correct, puis aide-le, l'ami, s'il y a de la difficulté, ou, tu sais, on parle avec lui quand même, là, au lieu de vouloir garder notre enfant plus loin, puis de ne pas vouloir qu'il joue, puis pour tout type là, de soit de handicap ou de difficulté. Donc, soyez ouverts. Bien dit. C'est très bien dit. Mais en tout cas, merci de m'avoir reçu, les filles. Merci beaucoup. C'est vraiment le fun de discuter avec vous aujourd'hui. Puis, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, là, tu pourras vous allez pouvoir me les transmettre. Là, ça va me faire plaisir de répondre. Oui, bien, merci beaucoup à toi. Puis pour les autres, on se revoit jeudi prochain, même heure, pour un autre épisode. Donc, on a beaucoup d'invités là, super intéressants qui s'en viennent aussi. Puis si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, c'est disponible là, sur YouTube, puis dans le groupe privé Ma classe en boîte pour tous. Là, donc, vous allez pouvoir rattraper les épisodes que vous avez manqués. On est déjà rendu au 5e, si je ne me trompe pas. Oui, 5e. Je pense que oui. Oui. Donc, on s'en met pas peu. Puis si vous avez des demandes de suggestions là, de sujets ou d'invités, vous pouvez nous en faire part aussi en commentaire, puis on va être à l'écoute de ça. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.